Cette exposition en 2013, donc le classement a commencé en 2013, l'expo aussi, c'est-à-dire au moment du 30e anniversaire de la marche, donc cette exposition qui a été essentiellement pensée et réalisée par Tarek Kaoutari, un des fondateurs de ce genre de choses, bon, avec les textes écrits par Tarek et des images aussi qui ont été récupérées soit dans les archives ou par des dons d'amis ou de personnes. Donc il y a eu cette exposition. Moi, dans le cadre de cette exposition, j'ai documenté les faits dont il est question dans ces panneaux. C'est-à-dire, j'ai essayé de récupérer le maximum de documents, de sources, documentant chaque fait dont il est question, là, pour essayer de dire que quand même, pour dire qu'on s'appuyait sur des sources et que les faits dont on parlait, ben, ils étaient quand même établis. Voilà, même s'ils mériteraient, je reviendrai là-dessus, d'être approfondis et tout ça. Donc, cette exposition, c'est un acte mémoriel, c'est-à-dire qu'elle a été conçue pour éviter que se perde le souvenir de ce qu'ont fait des femmes et des hommes dans ce pays issus de l'immigration, des personnes issues de l'immigration et vivant dans les quartiers populaires, ont pu entreprendre depuis la fin des années 60 jusqu'à nos jours. Et comme le disaient mes camarades dans le reportage que vous avez vu, c'était pour lutter contre l'idée que dans les quartiers, on avait vécu dans un désert politique, ce qui est complètement faux. Alors, c'est important de faire un acte de mémoire quand vous êtes face au déni, dont les enfants avaient été tués dans les étés chauds qu'il y avait eu à l'époque, étaient présentes. Il y avait Madame Mélian, il y avait Madame Ouanès, la mère du petit Toufik Ouanès qui avait été tuée à la Courneuve. Et donc on a été jetés ces œillets. Et il y avait des gens qui avaient vécu le 17 octobre 61, et nous on avait entendu ça. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans la marmite, et pendant un mois, on a donc battu les estrades, couru à tous les événements pour aller distribuer les tracts, coller les affiches, faire des interventions, afin qu'il y ait du monde à l'arrivée de la marche. Et c'est comme ça qu'avec Tarek Kaoutari, où on s'est connus à la fac à l'époque, et moi je l'emmenais à l'association de culture berbère, où j'étais dans une association, ou dans une troupe de théâtre qui s'appelait Médala-Saint Théâtre, et dans lequel on avait joué un spectacle qui s'appelait Démence en cité coincée, et qu'on avait joué à l'exposition Beaubourg sur l'immigration, qui avait eu lieu en début 84, en première partie de Karine Cassel. Il y avait tous les il y avait Georgina Dufoy, puis plein de sous-secrétaires et tout ça à l'époque. Moi, je voyais tout le carnaval que c'était. Et donc, à l'époque, c'était la première manifestation qui se faisait dans l'immigration après les deux manifestations organisées par les femmes algériennes après le 17 octobre. Donc c'était un moment émouvant, et c'était le début d'un long combat qu'on allait faire contre ce type de comportement qu'on a avec nous de façon impunie. Et donc, il ne faut pas que je perde le fil de mon histoire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, par exemple, le 17 octobre, on était poignés au début, c'était le début, mais regardez aujourd'hui, il y a des commémorations tous les ans, de partout, il y a des gens qui prennent des initiatives, donc on a gagné on a gagné quelque chose quand même si il y a des choses la reconnaissance officielle, l'ouverture des archives, c'est pas gagné, il y a encore ces petites choses-là, il faut encore aller les chercher, c'est vrai, mais quand même, quand on voit l'impact que le 17 octobre a aujourd'hui auprès des gens, c'est rassurant parce que ça veut dire que c'est le travail de beaucoup de gens, pas seulement du BIP, parce que ça c'était pris en charge par beaucoup de groupes et donc, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'histoire, quoi. On a besoin que ces histoires-là, elles sortent de la marginalisation dans laquelle elles sont.
Et que pour sortir de là, il faut que dans le champ universitaire soit créé, je veux dire, les historiens, on n'a pas fait l'histoire de ces faits dont il est question dans cette exposition. Et c'est pour ça que dans notre association, on a créé un conseil scientifique qui réunit pour moitié des militants et pour moitié des chercheurs. Alors, cette démarche-là, elle visait d'abord à rapprocher deux types de personnes qui d'habitude ne sont pas du tout d'accord et ont eu tendance à avoir des frictions entre eux. Et comme il y a une nouvelle génération de chercheurs comme Abdelali, Sameh Haj Belkacem, Marwan Mohamed, Foued Nasri et d'autres, Karim Karaoud, bon, vous avez tout un tas avec qui on a travaillé depuis le début des années 2000 et qui ont participé à la création de l'écho des cités. Et donc, avec ces gens-là, et nous, les militants, nous avons fait deux colloques, au moment où on avait fait l'exposition, c'est-à-dire en 2013, et qui a abouti, après le déroulement du colloque à Nanterre, et puis dans l'est de la France, je ne me souviens plus la ville, ça me reviendra, et quelques années dernières, et enfin sorti, voilà, les actes du colloque. Malheureusement, c'est pas nous qui l'avons édité, c'est les presses universitaires de Nanterre. Donc c'est un ouvrage que je vous conseille de lire, parce que, bon, là, il y a des tentatives aussi de compréhension des faits dont il est question aujourd'hui. C'est un début. Hein. Il faut favoriser le fait que dans l'université française, que se constitue un champ historique qui concerne ces faits-là, et que ça ne peut plus rester comme ça, comme quelque chose qui est un truc de pauvre, un truc genre... je ne sais pas comment exprimer, mais il faut que le mépris cesse par rapport à ces histoires-là. Et que ça devienne, et qu'on prenne au sérieux, et qu'il y ait un travail qui soit fait, parce que c'est ça qui va permettre aussi la reconnaissance, quoi. Hein, quand on dit la vérité et qu'on établit les faits, il n'y a pas plus révolutionnaire. Donc voilà. Donc on a sorti ça, on a participé à des publications comme celle-là c'est la presse universitaire de France, Violence partout, justice nulle part, avec notre amie Perrine, voilà, dans lequel elle a repris les éléments d'une émission de radio sur ces thèmes-là, voilà, sur le thème de la violence. Donc, et on a aussi sorti cet objet-là, qui est l'exposition. Malheureusement, il n'y en a plus, il a été victime de son succès. Donc, voilà. Et donc, voilà, maintenant que j'ai présenté l'association, un peu le travail qu'on fait, les objectifs, enfin, de manière résumée, je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. On va passer à la visite guidée. Je crois que il y a des détails, je ne suis pas rentré, hein, parce que peut-être tout à l'heure, on va essayer de faire court, concis, il y a eu le reportage, et ensuite, là, on va passer peut-être à la visite guidée, où j'aurai l'occasion peut-être de rentrer dans certains détails de cette histoire-là. Voilà, je vais vous inviter. Alors, juste pour vous dire que l'exposition, elle commence là-bas. Et le sens de l'exposition, c'est comme ça. Donc ce sera le trajet qu'on va faire. Donc, si vous voulez, je vais vous inviter à vous lever. Et on va se rassembler là-bas, à côté du premier panneau. Je vous ai fait tout à l'heure. Hein. Bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, puisque ça résume un peu. Voilà. Donc, je voulais vous dire que ce n'est pas un travail d'historien, hein, parce que c'est ça qui est rappelé. Hein. L'objectif, c'est de pousser à ça. Date de bienvenue, 1971-1973. Alors, vous avez vu, hein, vous avez un émigré qui arrive à Marseille, parce que c'est de Liberté, hein, et donc avec voilà, cette photo-là qui témoigne de comment arriver les immigrés à Marseille. Voilà, en tout cas les immigrés algériens, nationalisent les hydrocarbures, ce qui fait qu'il y a des tensions qui vont exister entre les deux pays, et qui vont avoir un impact sur ce qui va se passer à cette époque-là. Il ne faut pas oublier aussi que c'est l'époque du début de la crise, hein, avec 1973, hein, ce thème de la crise, il commence à ce moment-là. Hein.
il faut le savoir. Et c'est important aussi parce que c'est consécutif, soi-disant, c'est l'explication qui est donnée à l'époque, à la suite de l'augmentation des prix du pétrole par l'OPEP. Donc, vous voyez le lien avec la décision de Harry Boumediene dans le contexte de tension qui va se créer autour de ces questions-là, et déjà un début où on impute la responsabilité de cette crise à d'autres que soi-même, ou au fonctionnement de son propre système. D'ailleurs, on en voit aujourd'hui l'aboutissement, avec la perte des droits. Enfin, on ne va pas aller trop vite pour le moment. Donc, et c'est le début aussi, c'est 73, c'est l'arrêt de l'immigration. En France, on décide d'arrêter l'immigration. Donc vous voyez, c'est pas un contexte, et où on commence à voter, on va voter un certain nombre de lois, comme les lois Fontanier-Marcellin, qui visent à précariser la vie des immigrants en France, et à leur mener la vie dure pour les dégoûter de rester ici, tout simplement. C'est là qu'arrivent les transits, à ce moment-là. C'est après, on va y venir. Donc voilà le contexte, et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de groupes vont se créer, comme le MTA. Donc le MTA, il n'y a pas que le MTA à ce moment-là, il y a aussi la MTI, la Maison des Travailleurs Immigrés, qui a ça de son histoire, on ne va pas revenir. Je vous laisserai après, si vous voulez poser des questions sur ces sigles et tout ça, on reviendra tout à l'heure. Je vais essayer vraiment d'aller vite. Mais au moins s'arrêter parce qu'il y a deux pages. Le MTA a été lié avec aussi ces gens-là, et qu'ils ont une histoire entre eux qu'il faudra faire. Et ça aussi, c'est un tabou. Bon, on verra. Voilà, je ne vais pas m'attarder, mais voilà, en gros, et les luttes qui se mettent en place à ce moment-là sont essentiellement par rapport aux conditions de travail, la condition notamment des OS, des ouvriers spécialisés, sur la question des papiers. C'est à cette époque-là que, par exemple, vous avez la première grande grève collective dans l'église de Ménilmontant, bien avant Saint-Bernard, dont il reste un film réalisé par le collectif Cinémaction, dont votre parrain, Fumigène Mag, et Jean-Pierre Tendre a participé à ce film. Et c'est un film qu'il faut revoir et qu'on a projeté au FSQP, qu'on a fait à Nanterre, dans le cinéma de quartier. C'est un film, on passe. Voilà, donc sur les conditions de travail, les papiers, voilà, les conditions, le logement, notamment dans les foyers. Parce que ceux qui sont visés à ce moment-là, c'est des travailleurs isolés, qui soi-disant sont célibataires. Et donc en 73, c'est la fin de l'immigration, comme je vous l'ai dit, et c'est aussi la fin d'une manière de voir les immigrés au sein de la société française. Parce qu'autrefois, on en parlait comme des immigrés. Tandis qu'ils vont devenir une minorité culturelle qui va rester ici d'une certaine façon et avec laquelle l'État français, ou en tout cas les institutions françaises, s'interrogent sur comment ils vont les insérer. Alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Ils étaient au travail, ils sont venus pour travailler, ils rentrent chez eux. Donc c'est une date à plusieurs titres qui est très importante. Donc, parce que c'est un changement de regard aussi de l'État français à l'égard de ces immigrés. Et qui parle d'insertion, de les insérer, de respecter leur culture, les différences, voilà. Donc c'est un double tranchant. D'un côté, il y a ce changement de regard, et en même temps, il y a une précarisation en route de leurs conditions d'existence en France. Même dans les foyers, il y a eu des luttes qui ont été menées dans les foyers parce que c'était des véritables... comment dire, c'est pas des maisons de correction, j'utilise peut-être une expression un peu forte, mais bon, c'est un monde concentrationnaire, où les gens sont infantilisés, sont contrôlés, et souvent les administrateurs de ces foyers étaient d'anciens administrateurs coloniaux, où on fait partie des organismes chargés de réprimer les indigènes, voilà, comme on les appelait à l'époque, quand les pays n'étaient pas indépendants. Voilà. Donc c'est une année, par exemple le MTA, il y a un de leurs membres, c'était une candidature symbolique, mais il s'est présenté à l'élection présidentielle. Enfin, il a fait c'était une façon de... Il ne s'est pas présenté, mais il a fait acte de déclaration, c'était symbolique, mais c'était une manière... Voilà. Il y a eu des luttes dans les usines, à Chausson, je veux dire, à Boulogne-Billancourt,
ces gens-là vont essayer de... Voilà, je résume, hein, parce qu'il y a des terrains de lutte, il y en a eu plein. Donc voilà un peu... alors, le MTA et la MTI, là aussi il y a des différences, je ne vais pas rentrer, mais c'est... je les signale tous les deux, parce que c'est un peu les deux moments, les deux groupes phares, deux groupes phares, quoi, les plus importants. Donc voilà, les ratonnades de bienvenue. Alors pourquoi ratonnades? Parce que dans ce contexte-là, il va y avoir une flambée de violence contre les immigrés, et spécifiquement contre les Algériens. Hein, il va y avoir, parce que, et notamment dans le sud et autour de Marseille, c'est pour ça que d'ailleurs on avait choisi de mettre cette photo-là. Parce qu'à Marseille, comme je vous ai dit, 10 ans après la guerre d'Algérie, dans une région de France où beaucoup de partisans d'Algérie française et de l'OAS sont installés, et il y a même eu un attentat contre l'ambassade d'Algérie à Marseille, donc, et des véritables ratonnades. Je ne vais pas revenir, hein, mais je le dis rapidement, hein, et qui ont poussé tous ces groupes qui s'organisaient à se défendre et organiser la défense des familles qui ont été concernées par ces agressions, ces assassinats ou la bombe qui a été mise. Voilà, je vais vite. Donc voilà, vite fait dit. Et là, pour arriver maintenant à un autre panneau, donc Barbès, capitale des immigrés. Là, donc, tout de suite après cette 1970-80, donc voilà, alors là c'est surtout pour... ce qui est bien, c'est que Barbès, pourquoi Barbès? Capitale des immigrés, parce que, si vous voulez, Barbès a été, dans les années 70, le quartier où se sont retrouvés un certain nombre de militants qui ont eu... donc c'était le quartier général, voilà. Hein, le journal Sans Frontières a été installé là-bas, le collectif qui s'est constitué à la suite de la mort de Djilali, qui était issu de ce quartier-là, Djilali de la Goutte d'Or, comment il s'appelle, qui a été rejoint par, bon, à l'époque par Claude Mauriac, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, bon, qui ont créé et donc Barbès, capitale des immigrés. Donc là, après le MTA, si vous voulez, un certain nombre des gens du MTA vont créer le journal Sans Frontières. Il y en a même qui vont créer des troupes de théâtre, notamment Mokhtar Bachiri. Par exemple, Mokhtar Bachiri, avec la troupe El Asifa, et après il s'engagera aussi dans la troupe Kaina, dont vous avez ici une photo, ou plutôt un bout de photo, qui a été prise pendant une déambulation dans le quartier de la Goutte d'Or. Parce que c'était des artistes, c'était une troupe de théâtre, donc quand il y avait une action à faire pour soutenir des familles ou alors des causes, c'était un de leurs moyens d'expression pour si vous voulez, pour amener les gens à venir participer aux initiatives qui se proposaient de faire au terme de cette déambulation. Donc voilà, là aussi, vous pourrez lire et me poser des questions si vous voulez. Et donc le journal Sans Frontières aussi est là pour revenir aux archives. Ceux qui veulent voir les numéros du journal Sans Frontières, je vous invite à aller les voir, ils sont à la BDIC. Dans le fond, Saïd Bouziri, parce que quand même Saïd Bouziri est un des fondateurs. Et là aussi, comme pour le MTA, je vous dis, il y a des procès-verbaux de réunion, et bien là, vous avez tous les numéros de Sans Frontières. Et je vous invite à y aller, à prendre votre temps si vous pouvez, pour aller consulter ces numéros. Je l'ai fait pour cette expo, je vous assure, c'est passionnant. Donc voilà, je vous y invite parce que c'est trop court pour raconter autant de choses. Voilà, mais j'ai sans doute oublié des choses, hein, mais bon, c'est là aussi, tous ces gens-là vont faire Radio Beurre après, hein, il va y avoir tout un tas de choses. Voilà. Bon, maintenant on va passer à autre chose. Le troisième panneau, du bidonville au HLM, naissance d'une génération. Alors là, comme je vous ai dit au début, l'immigration était vue comme quelque chose de provisoire. Elle était vue comme une immigration d'hommes seuls, hein,
qui ne vont pas rester ici, mais qui vont rentrer ensuite chez eux, et qu'avec le changement de regard qui se porte sur eux, alors ce changement de regard, dont je vous ai parlé de la société française à l'égard de ces immigrés, il est motivé aussi par le fait qu'il y a eu des regroupements familiaux. Et que, si vous voulez, l'immigration familiale, c'est une réalité qui n'a rien à voir dans le sens que ça peut avoir et dans sa logique et tout ça, sociale et tout ça, ça n'a rien à voir avec... et c'est un peu, si vous voulez, l'immigration familiale qui a, si vous voulez, aussi, comment dire, qui a fait changer ce regard. Puisqu'il y en a qui étaient nés ici, ils ont été à l'école ici, donc c'était une évidence qu'on n'allait pas partir, que le rêve du retour, c'était une chimère, et qu'on allait rester ici. Donc c'est pour ça, du bidonville au HLM, naissance d'une génération, hein, comme bon, je ne l'ai pas dit dès le début, mais il y a eu des luttes qui ont été faites par rapport au logement, hein, bien sûr, contre les cités de transit, et contre les bidonvilles, qui étaient nombreux à l'époque. Donc beaucoup de familles, entre les années 60, début des années 60 jusqu'au même au milieu des années 80, ont vécu dans ces conditions-là, que sont les bidonvilles et les cités de transit. Et donc là, du bidonville au HLM, naissance d'une génération, vous avez l'exemple ici de la cité Gutenberg à Nanterre. Hein, donc, qui ont mené une lutte pour le relogement des familles. Une lutte qui a été menée jusqu'à son terme. Toutes les familles ont été relogées. Et aussi, ils ont mené un autre combat à côté de celui-là par rapport à la mort d'Abdenbi Gemia, donc un jeune de la cité qui a été tué alors qu'il sortait de la mosquée et qui se rentrait chez lui et que un homme qui lui a tiré dessus. Voilà, et il est mort. Et donc, une lutte a été menée pour rendre justice. Là aussi, c'est une affaire qui s'est très bien terminée, puisque la personne a été condamnée. Vous me direz, c'était pas un policier, mais quand même, voilà, c'est bien de le souligner, il a été condamné. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le collectif qui s'est créé autour d'Abdenbi Gemia a aussi participé à l'association, un des premiers regroupements les plus importants qui a été fait par rapport aux crimes racistes et sécuritaires, c'est-à-dire l'association des mères de familles victimes de crimes racistes et sécuritaires, dont Madame Gemia, avec Madame Achichi, Madame Mélian, Madame Mirval, toutes ces femmes-là que j'ai eu la chance de connaître à l'âge de 19 ans et avec qui on a été amené à les défendre, à préparer les procès, voilà, donc avec les amis de l'association Gutenberg, voilà, et avec l'agence Immédiat, l'association des maires, voilà, donc voilà pour aller vite, hein, mais bon, parce qu'on a encore d'autres panneaux. Alors, et donc, cette génération, si vous voulez, les rodéos à la marche, parce que bon, à cette époque-là, entre 80 et 83, il va y avoir un certain nombre d'événements de Minguette, hein, et qui se traduisent par des tensions très, très violentes entre les jeunes et la police, dans un quartier qui est complètement isolé, où les gens sont laissés, sont livrés à eux-mêmes, et donc ils vivent parce qu'ils vivaient aussi un ensemble de discrimination qui les pousse à se révolter et contre le traitement qui leur a été réservé, notamment par la police. Donc ils sont rentrés dans un face-à-face dont il fallait qu'ils sortent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des leurs a pris une balle dans le ventre, et en l'occurrence, il s'agit de Toumi Djaïdja. Donc, heureusement, il a échappé à la mort, et il a eu l'idée d'une marche. Voilà. Donc, on me demande d'aller plus vite, mais comme je vous ai dit,
comme quand on traite des sujets comme ça qui sont sous-traités dans l'espace public, c'est toujours difficile pour moi comme pour vous parce que vous êtes obligés de me supporter, parce que je suis obligé de parler beaucoup et parce que voilà, vous êtes en train de vivre, là en ce moment, vous êtes en train de vivre la situation dont il faut qu'on sorte. Parce que je suis obligé de faire des tas d'explications, alors pour d'autres sujets, je vais vous dire un mot, vous allez comprendre parce que ça va vous amener tout de suite un imaginaire que vous maîtrisez, vous êtes au courant et tout ça. On n'est pas dans cette situation-là. Donc c'est ce qui explique aussi le fait que je prends du temps. Bon, on va quand même, de toute façon, voilà. Donc, voilà, cette marche, voilà, ça c'est l'arrivée, donc 100 000 personnes. Qui sont arrivés. Donc il fallait qu'ils sortent du rapport, parce qu'ils n'étaient pas gagnants, si vous voulez, les marcheurs, hein, enfin les jeunes des Minguettes. Et avec le père Delors, ils ont essayé de casser cette logique-là d'affrontement, dans lequel eux, ils n'étaient pas gagnants parce qu'ils risquaient la mort. Et en plus, ils risquent la mort, et en plus, il n'y aura pas justice qui sera rendue. Donc à un moment donné, dans un rapport comme ça, vous ne gagnez pas. Donc il fallait sortir, et c'est cette marche-là qui a fait que, pour désamorcer, et d'une certaine façon, cette marche-là, elle a été faite pour qu'ils sauvent leur vie, parce qu'ils étaient en danger. La vérité, c'est ça. Donc, pour ne pas aboutir à une réaction violente, et à y perdre tout, si j'ose dire, il valait mieux, ils ont fait le choix, heureusement qu'ils ont fait cette marche. Parce que ça a permis au moins de poser un certain nombre de problèmes et eux de sauver leur vie, quoi, et de sortir, voilà. Donc c'est l'arrivée de la marche, et donc c'est à ce moment-là que nous, on s'engage avec Tarek Kaoutari. Au moment de cette marche, on est rentré au collectif jeune, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein, et c'est comme ça qu'on est tombé dans la marmite militante. Voilà, vite fait, bien dit. Alors ça, c'est un mois après la marche. Il y a eu un conflit à Talbot-Poissy. Et à Talbot-Poissy, ça fait partie de ces usines où, qui n'étaient pas encadrées par les... ou dans ces usines, c'était pas encadré. Parce que ce qu'il faut savoir, à Talbot, ça a été d'abord les usines Chrysler. Et là-bas, il n'y avait pas de syndicalisme dans ces usines-là. C'était vraiment à l'américaine. Tu avais un syndicat unique, il y avait un fonctionnement, enfin, où il n'y avait pas de possibilité d'expression pour se défendre. Et en plus, avec des contrats précaires d'OS et tout ça, vivant dans des foyers ou dans des conditions, tout ça, c'est pas des choses qui facilitent l'existence. Et donc dans un type d'usine où, notamment Talbot-Poissy, qui est une ancienne c'est-à-dire Chrysler avant, Simca Chrysler. D'ailleurs, on a quelqu'un du MIB, un ancien, c'est Kader Ndali, qui était un ancien de Talbot, qui était double peine et qui a travaillé à Talbot. Et il y a un site sur lui, d'ailleurs, Kader Ndali. Hein. Voilà, si vous voulez, il y a un site qui raconte un peu son parcours, si vous voulez aller le regarder et lire sa biographie, son autobiographie. Et donc, ils ont fait la grève, et ils ont fait cette grève alors qu'ils n'étaient pas du tout soutenus. Et ils avaient en face d'eux le syndicat de la maîtrise, la CSL, c'était des fachos. Ils ont occupé, donc ces travailleurs ont occupé l'usine, et ils ont été attaqués par la SCSL, le syndicat de la maîtrise des fachos. Ils les ont attaqués en leur lançant des boulons, tout ce qu'ils pouvaient sous la main, et en leur criant « les Noirs au four, les Arabes à la Seine ». Alors là, quand on a pris connaissance, on a vu les images de l'attaque contre eux, nous c'était comme si ça attaquait à mon père, on a réagi comme ça. Et il était hors de question qu'on laisse passer ça. Donc, au collectif jeune, on avait chargé Kaïssa Titous et Tarek Kaoutari, hein, qui est membre de l'école des cités aussi, d'aller à la rencontre des ouvriers de Talbot. Et ils sont allés là-bas, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact et qu'ils ont pu négocier une manifestation qu'on a organisée avec eux pour répondre à ce qu'ils... Il ne fallait pas se laisser faire, il fallait donc... Et parce qu'aussi ça rentrait dans une logique aussi de séparer. On voulait contrer aussi une logique qui voulait qu'on sépare les enfants des parents. Voilà. Hein, et donc nous, on a affirmé notre solidarité
avec une catégorie d'ouvriers immigrés, certes, pour certains d'entre eux qui vivaient de manière seule ici, mais qu'il ne fallait pas couper de l'immigration dite familiale. Il y avait une solidarité qu'il fallait affirmer pour éviter la dispersion et le fait qu'on casse la solidarité. Voilà. Donc c'était une manif importante parce que même à l'époque, moi j'avais 19 ans, avec Tarek, on avait fabriqué la banderole qui avait servi pour la manifestation. Vous l'avez gardée la banderole ? Je sais pas, je pense pas avait perdu la banderole. Et c'est une banderole qu'on avait fabriquée avec un tissu qu'on a été chercher au marché Saint-Pierre et qu'on a bricolé comme on a pu. Voilà. Donc voilà, ça c'est un autre passage. Alors ça c'est Convergence 84. C'est une deuxième marche qui a eu lieu parce qu'au collectif Jeune, après le collectif Jeune, bon, il y a eu une tentative d'organisation, et notamment à travers des assises qui ont eu lieu au cours de l'année 84, mais les gens ne sont pas tombés d'accord. Donc il y a eu, si vous voulez, une concurrence entre ces différents groupes qui étaient regroupés dans ces collectifs, et il y a eu des discussions, mais les gens ne sont pas tombés d'accord, et il y a eu des conflits qui ont amené à l'éclatement du collectif Jeune. Et dans ces conflits, avec Tarek, comme on était dans ce collectif, on a été amené à choisir un camp, malgré nous, parce qu'en plus, dans les deux camps qui se sont opposés, on aurait pu les concilier, mais comme nous, on était jeunes à l'époque, on arrivait dans un mouvement associatif qui était déjà constitué par les gens qui étaient plus âgés que nous, et c'était eux qui maîtrisaient, si vous voulez, l'outil associatif. Nous, on était, si vous voulez, des clients de leur organisation, on était rentrés dedans, on s'était engagé bénévolement et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on jouait pas notre rôle, quoi. Parce que quand même, comme on avait fait un peu d'études, on savait parler déjà de fait qu'on était à la fac étudiant. Et ce qui est étrange, c'est que dans ces milieux militants-là, qui sont quand même le mouvement Beurre, quoi, eh ben, on n'était pas considérés comme des jeunes de banlieue dans ce mouvement-là, si j'ose dire. Parce que justement, on était des étudiants. Non, mais c'est important de le souligner, c'est-à-dire que pas que pour les blancs, quoi. Vous êtes considéré comme un jeune si vous rentrez dans une certaine classification. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est un sujet dans lequel on pourrait rentrer dans les détails. Et je vous assure, il y a à montrer, il y a à dire. J'ai fait aussi